On va essayer de commenter quand même ce baromètre bas carbone des investisseurs immobiliers. Nous avons interrogé un certain nombre d'investisseurs immobiliers qui représentent la place pour leur demander où est-ce qu'ils en étaient de leur stratégie et de leurs engagements sur la décarbonation de leurs actifs. Et on va rentrer un petit peu dans ce détail. Pour commenter ce baromètre, j'ai la joie d'accueillir Nathalie Bardin, directrice exécutive marketing stratégique, RSE et innovation d'Altarea. Bonjour Nathalie. Et Flore Bonjour à tous. Jakimovic, directrice RSE et innovation chez Bonjour ICAD. à tous. Merci en tout cas de nous rejoindre et je vais faire un tout petit peu de zapette voilà, j'aurais dû commencer avant. Pour regarder un petit peu les résultats de ce baromètre. Où en est-on de la transition bas carbone aujourd'hui? On a posé cette question, savoir si l'industrie... Ça coupe beaucoup, j'ai l'impression, ouais. Vous allez perdre un deuxième micro, je vous dis ça juste à la technique. On a demandé aux investisseurs si l'industrie immobilière prenait le virage du bas carbone et surtout si les investisseurs se jugent en avance ou en retard sur leur transition bas carbone. Vous voyez sur ce slide que c'est du 50-50 avec une petite pointe d'optimisme, avec 54% des investisseurs qui nous ont répondu. Là, je pense qu'il va falloir changer le micro. Là. Ça se passe jamais comme il faut. C'est mon casque? Ah. C'est le vôtre aussi? Ouais, moi aussi, j'entends un mot sur deux. Ah. On enlève les casques. On fout le bordel, non? Attendez, j'essaye ça. Et là, dites-moi, c'est mieux? Ah bah c'est les casques en fait qui tombent, désolé. Bon Flore, je démarre quand même, on verra bien. Selon vous, dans votre effort de transition bas carbone, l'industrie immobilière est en avance, en retard? Voilà un peu la question pour savoir où est-ce qu'on en était. 54% des investisseurs nous ont répondu qu'ils avaient l'impression en tout cas que la filière était en avance versus 46 en retard. Mais surtout, ce qu'on a demandé, on a voulu savoir si la crise, si le contexte de crise macroéconomique, je ne rajoute pas la crise géopolitique ni la crise politique qu'on est en train de traverser, pouvait remettre en question l'importance de la décarbonation pour les investisseurs immobiliers. Et là, ce qu'on voit quand même, c'est que 72% jugent la décarbonation très importante ou importante. Ils étaient 77% sur la précédente édition du baromètre en 2024. Plus de 28% quand même estiment que la décarbonation est moins importante aujourd'hui contre 23% en 2024. Et c'est là où je vais poser ma première question aux panélistes pour savoir si vous craignez une sorte de backlash environnemental. Est-ce que vous avez peur d'un retour en arrière? Est-ce que vous le sentez chez vos clients ou chez les décideurs publics? Flore. Alors, il y a un backlash environnemental général dans la société. On sent bien que c'est des préoccupations qui sont peut-être moins importantes aujourd'hui qu'il y a 1 ou 2 ans. Mais en revanche, dans le secteur immobilier, on s'aperçoit dans ce baromètre que tous les acteurs sont profondément convaincus par la nécessaire transition écologique, par la décarbonation, par la préservation de la biodiversité, enfin par tous les sujets qui nous portent aujourd'hui. Donc ce backlash environnemental, il n'existe pas dans la profession actuellement. Est-ce qu'on arrive à avoir une chambre d'écho suffisante pour néanmoins faire passer la nécessaire transition écologique de notre industrie dans le reste de la société? Avec certaines difficultés, évidemment. Mais ces difficultés, elles sont aussi portées par la crise économique. Or, on s'aperçoit que si on ne transforme pas durablement notre manière de construire, notre manière d'habiter, on va aussi perdre des pourcentages de PIB importants parce que le changement climatique va provoquer des changements structurels qui vont être nécessairement impactants dans l'économie.
Donc il y a aujourd'hui une conviction de nous tous, et d'ailleurs c'est très agréable d'être sur ce salon aujourd'hui parce que on sait qu'on parle à des gens convaincus et on sait qu'on est tous engagés dans la même direction pour changer les choses. Et cette conviction-là, elle doit porter au-delà de notre secteur, elle doit porter dans l'économie entière. Parce que si on ne fait rien, les conséquences économiques du réchauffement climatique seront bien plus importantes que le coût de la transformation. Nathalie? Moi, je confirme, on voit vraiment un décalage entre l'ambiance générale médiatique, politique, qui parle de backlash et la réalité de notre économie. Le premier chiffre que tu as donné qui montre que 54% des investisseurs estiment qu'on est en avance, c'est aussi la preuve à la fois d'une prise de conscience mais d'une maturité qu'on a pris les uns et les autres et des engagements forts et donc moi je pense que le travail qui nous reste à faire, c'est à montrer à ces 26% qui estiment que la décarbonation est moins importante en période de crise, qu'on ne peut pas opposer la fameuse fin du monde et fin du mois, et que finalement la valorisation de nos entreprises, elle passe nécessairement par ce sujet d'adaptation et de décarbonation de l'ensemble de notre filière. Et donc c'est ces 26% qu'il faut travailler. Il faut travailler les décideurs publics aussi ou pas parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur 40 milliards d'économies et que ça va aboutir visiblement à un clash le 8 septembre. Mais aujourd'hui, c'est audible près des décideurs publics, toutes ces questions autour de l'ESG et du bas carbone? Alors, quand vous parlez avec des élus, aujourd'hui, pour la plupart, ils sont convaincus. Et donc, ils nous demandent même, d'ailleurs, souvent, ils ont des exigences qui sont parfois même décorrélées d'une réalité économique. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils le vivent. Quand on voit les températures qu'on a eues cet été, les intempéries qu'on a eues et qu'on a de plus en plus, en fait, ils voient bien non seulement l'inconfort, mais la gravité de la situation pour leurs propres concitoyens. Donc je pense que cette prise de conscience, elle est réelle, elle est demandée par les politiques en tout cas au niveau municipal, au niveau local. Après, le vrai sujet, c'est qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et de cohérence entre les politiques au niveau national, on a comme une stratégie nationale bas carbone, et la traduction locale qu'on a dans chacune de nos opérations. Flore? Je rajouterais qu'il y a de plus en plus d'études mondiales, mais de plus en plus d'études qui montrent bien que le coût de l'inaction est bien plus important que celui de la transformation. Voilà. Et puisqu'on parle à des gens qui s'intéressent au budget, au portefeuille, je pense que c'est un argument qui est un argument massu. Très clair. On avance sur notre baromètre. On s'est demandé aussi quels étaient les moteurs aujourd'hui de l'engagement bas carbone des acteurs de la chaîne immobilière. Eh bien, c'est toujours la prise de conscience de l'urgence climatique pour 38%, mais ce qui est assez intéressant, c'est que le deuxième moteur, c'est la liquidité des actifs. On parle bien des investisseurs, donc ils sont aussi assez connectés quand même sur la réalité économique. Avec 33%, il n'était que 25% en 2024 quand on a posé la même question et 15% en 2023. Autre facteur intéressant, seulement 5% des investisseurs disent s'engager vers la neutralité carbone pour répondre à la demande de leurs clients. Ils étaient 14% en 2024. Ma question, elle est simple, Flore et Nathalie. Pour ICAD comme pour Altarea, quels sont les moteurs pour vous de votre engagement bas carbone? Alors, le moteur, c'est évidemment de faire en sorte que notre client soit satisfait au premier chef. Notre client, c'est un grand locataire dans un de nos immeubles, dans notre patrimoine, à localisation identique. Si notre immeuble n'est pas excellent d'un point de vue environnemental, il ne se loue pas, le client n'en veut pas. Et donc, effectivement, l'immeuble, l'actif n'est pas liquide. Donc, effectivement, ça se rejoint. L'intérêt du client rejoint notre intérêt propre. Sur la partie promotion, aujourd'hui, quand on parle à un client qui veut acheter un appartement et qu'on lui explique qu'en achetant un appartement bien isolé, bien construit, bien conçu,
ses factures énergétiques seront bien moins importantes sur toute la durée de sa vie dans cet appartement. Il est convaincu aussi, et on s'aperçoit aussi d'ailleurs sur la durée, que construire mieux, ça ne coûte pas forcément plus cher, et on y reviendra. Donc le client doit être absolument satisfait. On est orienté business. La RSE aujourd'hui, l'ESG en général, c'est un axe d'amélioration business, c'est un axe d'accélération business fort. Nathalie ? Moi, je rejoindrais ce sujet client. En fait, on ne vise pas la neutralité carbone pour viser une neutralité carbone. La priorité, c'est vraiment d'avoir des stratégies ESG qui sont dans une logique de bénéfice client. Et je trouve que c'est intéressant ce slide-là. L'année dernière, le principal driver pour les investisseurs, c'était l'évolution réglementaire. C'est-à-dire, c'était de dire, finalement, on nous oblige à changer. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois prise de conscience et enjeu de liquidité. Et donc, on vient bien vers une évolution de nos stratégies ESG qui sont à la fois orientées actifs et orientées clients. Et donc, aujourd'hui, pour nous, la finalité n'est pas la neutralité carbone, au risque de choquer un certain nombre de personnes. Nous, la finalité, c'est vraiment de se dire comment est-ce que, grâce à des stratégies de décarbonation, nos clients, qui soient locataires dans, en l'occurrence, nous on a plutôt des centres commerciaux, ou qui soient co-investisseurs à nos côtés, ou qui soient acquéreurs d'un logement, vont être bien dans les espaces que l'on leur propose. Et donc c'est vraiment un enjeu qui est de se dire finalement au risque d'améliorer au risque de ne pas répondre à cette question de la neutralité, on préférera trouver des solutions qui non seulement vont nous permettre d'apporter du confort d'été à des clients et des solutions de biodiversité ou leur permettre d'apporter plus de bien-être dans un centre commercial, plutôt que de se dire il faut absolument atteindre cette neutralité. Nathalie, tu parlais du réglementaire, et on a posé une question là-dessus, puisqu'on se plaint toujours qu'il y a trop de normes en France. On a posé la question de savoir si les différentes réglementations encadrant l'effort de décarbonation de l'industrie immobilière étaient utiles, très utiles, nuisibles, très nuisibles. Et ce qui est incroyable, c'est que 92% des investisseurs jugent ces normes utiles, voire très utiles, alors qu'on n'arrête pas de se plaindre de l'enfer normatif français, j'ai presque envie de dire européen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ma question, elle est simple. Je voulais juste savoir si les investisseurs étaient masochistes. Sont maso ou pas ? Eh ben, moi, je ne crois pas. Je pense que les investisseurs sont réalistes. En fait, ce que l'on a réalisé, nous tous, je pense que Flore sera d'accord avec moi, c'est que finalement, les normes, elles nous ont poussés à progresser. Alors on peut penser ce qu'on veut de la RE 2020 et des différents seuils, on peut penser ce qu'on veut du décret tertiaire ou de la CSRD. Néanmoins, l'ensemble de ces réglementations, elles nous ont obligés non seulement à progresser dans notre façon de construire et dans notre trajectoire carbone, mais également à trouver des solutions qui soient adaptées. Et donc je pense que... et puis ça nous a aussi obligés de regarder la question de l'ESG à 360. C'est pas juste de se dire on regarde que les matériaux ou l'énergie, mais on regarde la nature et la biodiversité, on regarde le confort d'été, on regarde l'habitabilité, on regarde l'eau et les questions de stress hydrique. Enfin, du coup, on est beaucoup plus global dans notre approche. Alors, je rejoins Nathalie complètement sur cette analyse. Moi, je suis pro-réglementation et pro-normes. Alors, il faut qu'elles soient bien conçues. Il faut qu'elle soit faite en concertation évidemment avec les acteurs de l'écosystème du système. Mais effectivement, se doter d'une réglementation comme la RE 2020, c'est permettre à tous les acteurs de ce secteur à... Vous m'entendez ? Oui. Ah, bah moi je ne vous entendais plus. C'est de permettre à tous les acteurs de ce secteur de jouer avec les mêmes règles du jeu. À partir de là, quand chacun joue avec les mêmes règles du jeu, l'amélioration globale de ce qu'on construit, de ce qu'on opère, elle est évidente. La baisse des coûts va pouvoir être évidente parce qu'il va y avoir des mutualisations de solutions, il va y avoir de la mise en filière de solutions. Et donc, ces règles, elles servent aussi à ça.
elles servent aussi à nous faire progresser collectivement. Voilà. Après, évidemment, de temps en temps, il faut un peu adapter, parce que entre quelque chose de conçu un peu loin du terrain et l'application opérationnelle immédiate, ça ne colle pas toujours, mais il faut les conserver, il ne faut surtout pas revenir en arrière là-dessus. Elle nous oblige à regarder loin et je pense que c'est pour le bien du secteur. On va rentrer un peu dans... Je rajouterais juste un tout petit bémol. Oui. Évidemment, on a besoin de ces réglementations. Moi aussi, ça saute, excusez-moi. On a besoin de ces réglementations. Encore faut-il que le millefeuille réglementaire soit utile. Ce que je veux dire, c'est que parfois, je donnais quelques exemples. Je ne sais pas si certains ont été soumis à la question de la loi DADU où on doit faire des audits énergétiques sur des sièges. Ça ne sert à rien. Dans la taxonomie européenne, il y a un critère sur la pollution où on devrait analyser tous les matériaux polluants, aussi bien au niveau du gros œuvre que du second œuvre. C'est pas possible. Donc il y a aussi une question de réalisme à avoir pour que finalement ces réglementations elles nous servent à progresser collectivement et pas qu'on ait un empilement de réglementations qui parfois se contredisent. C'est bien, c'est parce que tu réponds aux questions que je ne t'ai pas encore posées. Parce que je voulais y venir justement. On a posé aux investisseurs ce dont ils ont besoin pour améliorer la décarbonation de leurs actifs. À 75%, ils disent un cadre réglementaire cohérent. J'insiste vraiment sur le cohérent. Et quand on repose la question différemment, d'ailleurs, les principaux freins au déploiement d'une stratégie bas carbone, ils répondent en premier le manque de normes communes à toute l'industrie, 37% des réponses. Il faut les toiletter un peu, ces normes. Il faut un peu faire évoluer le cadre réglementaire et à quelle échelle ? À l'échelle simplement des territoires, du territoire national, de l'Europe, du monde ? Alors, il y a probablement une évolution qui est parfois nécessaire, effectivement, quand on met en place une réglementation comme la RE 2020 avec des seuils et qu'on regarde la manière dont elle s'opère de manière concrète. Il y a probablement, effectivement, à certains moments, des choses qu'on doit adapter. Moi, ce qui m'interroge et sur lequel je trouve qu'il y a un vrai travail à faire dans cette réponse, c'est le manque de produits et de matériaux. Et en fait, effectivement, si on veut décarboner notre industrie, on a besoin d'utiliser des produits innovants, des matériaux innovants. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est aussi peut-être d'avoir des certifications qui nous assurent que les matériaux qu'on veut utiliser permettent bien d'atteindre nos objectifs en termes de décarbonation. Je pense que le gros effort qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est-à-dire peut-être une lisibilité plus facile, un accès plus facile aux matériaux et aussi j'aimerais que les concepteurs, les fabricants fassent filière pour que ce soit plus simple pour nous de s'adresser à ces producteurs de matériaux innovants pour qu'on puisse faire notre boulot. Je vais vous prendre un exemple. Nous, on travaille beaucoup avec de la terre crue. On a le plaisir d'être monté au capital d'une start-up qui s'appelle Terrio qui produit des murs en terre crue préfabriqués. La terre crue, c'est un fantastique matériau, 10 fois moins de carbone que le béton. Ça permet de faire plein de choses. En plus, c'est beau. Ça embarque le confort d'été, le confort d'hiver. Enfin, c'est génial. Construisez avec de la terre crue. Le problème, c'est que les acteurs ne se structurent pas en filière pour pouvoir proposer aux constructeurs, aux promoteurs et à tout l'aval de la chaîne de valeur de pouvoir les utiliser facilement. Donc, je trouve que c'est un vrai axe d'amélioration. On a la même chose dans le bois. Oui, tout à fait. Si je peux rebondir, moi je ne suis pas sûre qu'on ait ce manque de produits et de matériaux. Je pense que les solutions, elles existent. On peut dire la même chose sur le bois. Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance ou des équipes, puisqu'on parle des ressources humaines, sur la capacité à travailler différemment. Donc on est quand même une culture qui reste encore une culture du béton. Et donc aujourd'hui, le béton bas carbone est une solution, mais tester de la terre crue et nous, avec Woodéum qu'on a intégré aujourd'hui au sein de Cogedim, construire en bois, c'est une autre façon d'aborder le sujet et ça pose la question du carbone dès le démarrage, c'est-à-dire qu'on anticipe l'ensemble de la programmation à l'aune du carbone.
et non pas à l'aune de la densité maximum qu'on va avoir pour monter nos immeubles ou les restructurer. Et donc ça, je pense que c'est aussi un changement culturel et un changement de pratique qu'il faut qu'on arrive à intégrer. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il y ait effectivement ce manque-là. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'audace ou pas assez une autre façon de travailler qui mériterait d'interroger aussi les équipes. On a évoqué tout à l'heure les certifications. On a posé également une question aux investisseurs sur ce sujet, l'importance qu'ils accordent aux certifications. 80% les jugent importantes ou très importantes, ce qui veut dire qu'on peut avoir et des normes et des certifications. Et puis si on fait un petit tiercé et un petit classement, voilà, premier BREEAM, deuxième HQE, troisième BBCA. Surtout, moi, ce qui me marque, c'est qu'il y a une collection de stickers. Il n'y a pas un tout petit peu trop de certifications. Enfin, je voudrais pas... Alors, il y a probablement un petit manque de lisibilité parfois. On s'aperçoit que les certifications, c'est important. Alors, c'est important pour nos acquéreurs ou nos locataires dans les immeubles de bureaux. C'est important aussi pour le reporting. Finalement, il y a pas mal d'investisseurs qui nous demandent quel est le pourcentage de notre parc qui est labellisé, qui est certifié. Donc au-delà de la qualité intrinsèque de la certification, qui peut parfois être un petit peu illisible ou en tout cas être un peu confusante vu le nombre de certificats existants, il y a une vraie nécessité pour se rendre visible auprès des investisseurs et donc bon an mal an, on est obligé de l'embarquer même si ça ne nous facilite pas toujours la vie. Et je pense que quand on voit ces chiffres, le marché a fait ses choix. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du parc tertiaire, c'est BREEAM qui est majoritairement retenu par les investisseurs avec HQE. Et ce que je trouve intéressant, c'est la progression de BBCA. On est quand même dans le salon du bas carbone. Et donc, je trouve vraiment intéressant que finalement, de plus en plus de nos actifs aujourd'hui sont labellisés BCA. Je sais que nous, en fait, voilà, on s'est fortement engagé là-dessus. Et c'est aussi une façon de dire sur BREEAM et HQE, c'est des certifications qui sont multicritères. BBCA, c'est une certification uniquement sur le bas carbone. Et donc c'est peut-être aussi une nouvelle tendance qui va peut-être émerger dans les portefeuilles immobiliers. Très bien, on avance sur notre baromètre et puis on a demandé les ambitions et les actions pour décarboner. D'abord, on s'est assuré que tout le monde voulait bien décarboner. La réponse est assez claire quand on demande aux investisseurs s'ils ont adopté une stratégie de réduction de leur empreinte carbone sur leur patrimoine. Oui, à 95%. Il y en a 5 qui ne l'ont pas fait, mais ils y travaillent, promis. Bon, ils sont en retard. Mais surtout quand on demande les objectifs, les ambitions, 33% visent la neutralité carbone en 2050. Bon, moi je pense que je serai à la retraite, enfin j'espère, si tant est qu'il y ait une retraite. 13% en 2040, il y en a quand même 15% en 2030. 2030, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est maintenant. Comment faire ? Rénovation du patrimoine existant, des capex. Pour 82% des investisseurs sondés, ils étaient 74% sur le dernier baromètre en 2024. Et puis 13% disent vouloir décarboner leur patrimoine en ciblant des acquisitions ou des développements d'actifs bas carbone uniquement. Et vous remarquez qu'il y a seulement 2,6% qui se disent qu'on espère refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. Donc ça, j'ai l'impression que ce moteur-là, il s'éteint parce que quand on regarde aussi sur les sessions à plus long terme, quand même si ce n'est pas le cœur de la stratégie de décarbonation des investisseurs, elles ne sont pas écartées. 50% envisagent de céder à moyen terme des actifs qui ne correspondent pas à leurs objectifs bas carbone et 21% sont prêts à s'en débarrasser à long terme. On a vu les ambitions des investisseurs immobiliers. J'aimerais bien avoir les vôtres maintenant, côté ICAD, côté Altarea. Et puis surtout, comment ça se concrétise dans la stratégie ? Alors, effectivement, c'est un élément qui est extrêmement important. L'adaptation au changement climatique de notre patrimoine, sa décarbonation.
C'est un enjeu qui est clé dans une foncière comme la nôtre qui fait du value add. En gros, on achète des immeubles qui ne sont pas forcément extrêmement vertueux. On fait des grosses restructurations, on les transforme durablement pour les louer et puis on les fait tourner en portefeuille. Ce qui signifie qu'il y a un gros travail de notre côté d'adaptation de notre patrimoine en prenant en compte le décret éco-énergie tertiaire, mais en prenant en compte aussi l'adaptation au changement climatique, en imaginant une ville à 2050 ou même peut-être plus proche que ça, à 2040, où on pourra atteindre jusqu'à 50 degrés, notamment dans la région parisienne où on est extrêmement présent. Donc il y a un gros plan d'investissement chez nous, 145 millions d'euros sont prévus entre 2024 et 2030 pour adapter notre patrimoine à ce nouveau contexte, à ces nouveaux enjeux. Ça veut dire adaptation pour le décret éco-énergie tertiaire, ça veut dire chaleur d'été, confort d'hiver. Ça veut dire aussi adaptation en termes de mobilité douce. On décarbone l'actif, on décarbone aussi la manière qu'on peut avoir de vivre autour. Donc il y a plein d'enjeux, plein d'axes sur lesquels on peut travailler. Et effectivement, c'est chez nous absolument primordial pour la partie foncière. Nathalie ? Nous, sur la partie foncière centres commerciaux, en fait, c'est un travail qu'on a initié il y a 15 ans. Et donc on a démarré par l'énergie et aujourd'hui on n'a fait qu'accélérer sur le plan d'investissement. Il faut se dire que nous c'est des plans d'investissement à 30 ans sur la quarantaine d'actifs que l'on a en France, en Italie, en Espagne. Et donc nous le sujet de nos objectifs carbone, on les a plutôt pris à court terme en se disant on ne s'est pas fixé d'objectif à 2050 et on s'est dit on préfère prendre des engagements dès maintenant pour 2030 en disant on sera en avance de 10 ans sur le décret tertiaire. Donc là où le décret tertiaire, on doit réduire nos émissions de 40% en 2030, nous on se dit on fera 50%. Parce que justement, on a travaillé actif par actif en se disant, on travaille tous les sujets. Évidemment le sujet de l'enveloppe, évidemment le sujet de l'éclairage, évidemment le sujet de l'énergie, des usages, des mobilités. Et donc c'est aussi une façon de se dire, en fait, plutôt que de s'engager à très long terme, je ne sais pas si je serai à la retraite aussi, mais en tout cas, on privilégie, nous, des stratégies très opérationnelles, très court terme, où on apporte des solutions à la transition climatique dès maintenant. Ça, c'est sur la foncière. Sur la promotion, aujourd'hui, dans les projets, les programmes, comment vous intégrez la stratégie bas carbone ? Alors, sur la partie promotion, c'est le gros sujet. C'est vraiment celui sur lequel on a besoin d'accélérer. Nous, la stratégie bas carbone, on l'intègre à la fois sur un travail qui concerne les matériaux. Et donc, on a beaucoup travaillé, notamment sur le bois et comment est-ce que finalement on fait de nos immeubles des bâtiments qui nous permettent de stocker du carbone et non plus de les émettre. Et donc, et c'est tout le travail qu'on fait sur notre offre bas carbone. C'est tout le travail sur l'intensité d'usage. On croit beaucoup sur le fait que cette mixité d'usage au niveau du quartier, mais au niveau de l'immeuble, c'est aussi une façon de décarboner. Et évidemment, la question du confort d'été. Qui passe par des solutions, évidemment la nature en ville, la végétalisation, mais également des solutions énergétiques, intégrer de la géothermie pour rafraîchir en chaud et chauffer avec de la géothermie. C'est aussi une solution pour émettre moins de carbone. Et tout ça est pensé dans une logique, encore une fois, de confort, de santé et de bien-être. Flore. Oui, effectivement, la promotion, c'est vraiment le gros enjeu aujourd'hui, de manière générale, sur le groupe. Si je prends notre empreinte carbone chez ICAD, 85% de l'empreinte carbone d'ICAD est liée aux activités de la promotion. Et dans ces 85%, une large part est liée aux matériaux. Donc il y a un gros travail à faire. Et je pense qu'il commence, en fait, ce travail, il commence le plus en aval possible. Mieux qu'on soit,
mieux on pense le projet bas carbone dès le début, mieux on est en capacité de le piloter et donc d'arriver à des performances qui sont des performances en fait qui sont excellentes. On est capable aujourd'hui de construire très 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 bas carbone, pas forcément avec du surcoût, parce que l'immeuble au départ est conçu en embarquant directement le bas carbone. Après, les grands leviers, c'est quoi ? La conception, on l'a dit. Les nouveaux matériaux, on dit souvent qu'il y a un nouveau BTP qui est le bois, la terre, la pierre, la paille. Oui, on peut utiliser, mais il y a aussi probablement des matériaux innovants qui naîtront dans les prochaines années, sur lesquels on pourra jouer. Effectivement, l'intensité énergétique du bâtiment dans son exploitation est essentielle. On travaille beaucoup avec l'innovation que j'ai le plaisir de chapeauter également. Et par exemple, en ce moment, on est en train de tester une pompe à chaleur sans fluide frigorigène. Donc une pompe à chaleur qui fonctionne uniquement avec de l'eau, avec un système de refroidissement qui embarque de l'eau, avec un système de pression. Ça s'appelle Léviathan. Je vous invite à vous renseigner sur cette solution. On trouvera des solutions aussi sur l'énergie d'exploitation, y compris sur du résidentiel. Mais le gros morceau, c'est vraiment la promotion. Juste sur la promotion, le gros enjeu, c'est à la fois des pilotes, on en a besoin et qui sont un peu nos démonstrateurs, mais la question, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle ? C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on démultiplie et qu'on en fait un standard de marché et pas juste un immeuble iconique. Ouais. Très clair. On avance un tout petit peu sur un mot sur l'équation économique, on en a déjà un peu parlé, mais nous on a essayé de mesurer cette question pour les investisseurs à l'aune de la valeur et de la valeur d'expertise. Le fameux débat entre décote brune ou valeur verte, on n'en sort jamais totalement, mais quand même quand on pose la question au moment d'acquérir ou de céder un actif immobilier ne répondant pas à vos objectifs bas carbone, quelle décote vous prévoyez à la valeur d'expertise. 30% prévoient une décote maximale de 10%, ils étaient 33% en 2024, 24% une décote de 15%, ils étaient que 15% en 2024, et 18% aucune décote, ça c'est des optimistes, et ils étaient 27% à nous répondre ça en 2024. Si je regénéralise un tout petit peu, on a l'impression que le bas carbone est aujourd'hui, pour l'investisseur, perçu comme un centre de coût. Qu'est-ce qu'on lui raconte pour que ça devienne un espoir de création de valeur dans le contexte macroéconomique angélique que nous traversons en ce moment ? Alors moi j'invite les investisseurs en général à se pencher sur des initiatives comme la ville à 50 degrés, qui est une initiative auquel on a le plaisir de participer, Nathalie et moi. En gros, aujourd'hui, construire avec un seuil RE 2028 pour faire face à une ville à 50 degrés, c'est quasi pas de surcoût, à condition de bien concevoir l'immeuble dès le départ et de bien le penser au départ. La RE 2020 a poussé les fabricants de matériaux à remplir de plus en plus les fiches FDES de la base IGNES. Et on a aujourd'hui beaucoup plus de choix dans les matériaux, qui sont des choix renseignés sur les matériaux qu'on utilise au moment de la construction. Ce qui signifie qu'avant, on faisait un choix par exemple d'huisserie. Elle n'était pas renseignée, on ne savait pas quel était le poids carbone de l'huisserie, de la fenêtre. Et donc on appliquait un proxy qui faisait que le bilan carbone total de la construction était important. Aujourd'hui, les fabricants ont renseigné le poids carbone de chacun des produits qu'on peut utiliser. Et donc on peut faire varier les curseurs, on peut jouer sur les matériaux et on arrive à faire descendre le poids carbone de ce qu'on utilise dans la construction de manière à atteindre ce seuil. Donc je pense que l'investisseur doit se plonger concrètement dans ce que ça signifie construire aujourd'hui bas carbone et il verra que c'est pas si compliqué et possible. Nathalie ? Moi je pense que il faut penser évidemment création de valeur autour de cette question de la valeur verte, mais nous on est presque dans une logique de dire ne pas détruire de la valeur, déjà. C'est-à-dire que sur un patrimoine immobilier, ne pas investir, investir dans des stratégies ESG et des solutions bas carbone, c'est ne pas détruire la valeur. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et après, il y a toutes les plus qu'on peut rajouter à un actif. Donc ça, c'est le premier commentaire. Et le deuxième commentaire,
c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, surtout quand on a des stratégies value-add, finalement, racheter un actif qui n'a a priori aucune valeur verte et lui rajouter cette valeur-là, ça crée un plus. C'est lui recréer de la valeur. Exactement. Et donc, c'est aussi une prime alors, à ne pas juste se dire on met à la benne ces immeubles qui semblent obsolètes, mais on leur redonne une nouvelle vie, mais ça nécessite une vraie expertise pour réussir cette transformation-là. Très bien, il nous reste 8 minutes 37, donc on va se dépêcher, et parce que je voudrais qu'on fasse un peu de politique fiction. Oui, c'est mes questions idiotes que je vous ai proposées. Et qu'on se projette en 2050, l'année zéro du bas carbone, puisque normalement nous sommes tous net zéro carbone. Je voudrais qu'on se projette un tout petit peu dans l'avenir. Première question, ou première affirmation, et vous allez me dire si vous y croyez, si vous n'y croyez pas. Toutes les constructions neuves seront en 2050 net zéro carbone. Alors, vous avez compris que moi, je challenge cette idée du net zéro. Mais en tout cas, ce dont je suis convaincue, c'est que 2050, même si ça semble très très loin, on aura trouvé les solutions pour décarboner. Voilà, je suis convaincue que de toute façon, on n'a pas de choix, au-delà des convictions que peut-être les uns et les autres on peut porter, mais on aura trouvé les solutions. Flore. Alors, oui, je pense que les nouvelles constructions seront net zéro carbone, mais en fait, je pense que c'est vraiment pas la question. La ville de 2050, elle est construite à 80%, elle est déjà là en fait. Donc le gros du boulot, c'est pas savoir si ce qu'on doit construire jusqu'à 2050 sera zéro carbone. Oui, ça le sera parce que les réglementations, parce que tout ce qu'on vient de voir, parce que les équations économiques, parce que les investisseurs. La vraie question, c'est est-ce qu'on sera en capacité d'embarquer tout ce qui existe déjà et de le faire arriver à un niveau. Voilà. Alors ça, c'est ma deuxième question. Parce que je l'attendais celle-là. L'ensemble de l'immobilier atteindra la neutralité carbone en 2050. Les doigts dans le nez. Alors, en fait, je vais dire un gros mot, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'on peut tout faire en construisant, on peut faire des trucs super, mais après, si nos comportements à l'intérieur des bâtiments qu'on occupe en tant que résident, en tant que locataire, quand on travaille dans nos bureaux, etc., ce sont des comportements qui ne sont pas des comportements sobres en consommation énergétique, sobres en matériaux quand on construit. Il faut construire mieux, mais il faut construire avec moins de matériaux. Il faut utiliser les bons matériaux. Il faut ne pas se chauffer de trop, ne pas se refroidir de trop. Il faut gérer correctement. Je veux dire, c'est nous qui avons des progrès à faire en matière de comportement. Je suis complètement convaincue qu'on ne pourra pas vivre de la même manière dans un appartement ou dans un bureau en 2050 comme on le fait aujourd'hui. Il faudra que nous aussi, dans notre comportement, on change et qu'on mette beaucoup plus de sobriété dans notre manière, dans nos usages. Nathalie. Je pense que la sobriété, c'est un mot-clé. Et effectivement, refaire la ville sur la ville, changer nos comportements, c'est essentiel. Et derrière quand même cette question que tu poses sur la neutralité carbone, il y a la question de la contribution ou compensation carbone. Et donc ça, c'est un sujet de fond qui est de se dire, finalement, on va réduire au maximum. Est-ce qu'on va pouvoir compenser ou contribuer et donc c'est la question de la régénération urbaine. Comment est-ce qu'on régénère, où est-ce qu'on va chercher des crédits carbone et est-ce qu'il y aura assez de crédits carbone pour arriver à cette neutralité. Mais la sobriété, c'est évidemment clé. On est toujours en 2050. Le gouvernement aura supprimé le DPE au profit du DPC, le diagnostic de performance carbone. Et je ne suis pas sûr que ça se passe mieux. En fait, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur le DPE. Non mais ce que je veux dire, c'est que le DPE a une vertu. C'est le seul critère aujourd'hui, en tout cas chez nos clients résidentiels, qu'ils comprennent. Ils voient bien la barrette énergétique et ils comprennent ça. Le reste, ils ne comprennent pas. Et donc déjà, si on arrivait à avoir une règle de calcul qui soit homogène, quelle que soit l'opération, et qu'on puisse s'assurer d'un DPE A, voire B,
dès le démarrage d'une opération, ce serait déjà bien. Donc voilà, moi j'ai une ambition plus modeste qui est déjà de se mettre d'accord sur ce critère qui est extrêmement important et qui est client. Oui, même chose. Qu'importe le nom de l'outil qu'on utilise, il faut que ce soit un outil clair pour l'acquéreur final ou le locataire final et aisément implémentable pour les gens qui construisent ou qui gèrent. Voilà. On l'aura trouvé en 2050 ou pas cette... Bah oui, j'espère. Ouais. Ok. Quatrième affirmation, on aura ressuscité une taxe carbone. J'ai rajouté enfin, mais j'hésitais à le dire, parce que c'est un peu de parti pris. Et ça va coûter cher à l'investisseur immobilier, à moins que ça coûte cher à l'utilisateur. Taxe carbone ou pas taxe carbone pour y arriver ? Je suis pas une adepte des solutions punitives. Je pense que là, ce qu'on voit dans le baromètre, c'est que finalement la réglementation est embarquée et que tout le monde joue le jeu et que on le voit d'ailleurs de manière générale, l'empreinte carbone du secteur immobilier baisse et baisse vraiment rapidement. Effectivement, il y aura peut-être des gens qui chercheront à ne pas jouer avec les règles et peut-être que ceux-là, il faut les inciter à le faire de manière un peu plus directive, on va dire. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, un logement qui permet d'avoir des factures énergétiques extrêmement basses, c'est un logement qui, outre le fait d'avoir embarqué une diminution du carbone dans sa conception, embarque aussi une diminution du carbone dans son exploitation. Et en fait, c'est peut-être de ce point de vue-là qu'il faut plutôt prendre la question. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de dire à un client combien l'achat d'un logement bien conçu va lui économiser sur la durée ? Voilà. Et si ça ne lui économise rien, il y a un problème, mais qui est bien plus en amont. Nathalie, on n'est pas à un impôt près, là. On peut en rajouter un, non ? Moi, je ne sais pas s'il faut encore rajouter. Peut-être qu'on ira. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est un marché volontaire et qui n'est pas réglementé. Encore une fois, moi, je me dis qu'on a déjà tellement de choses qui sont mises en place. Mettons-les en place. Voilà. Avant de se dire il faut de nouveau un bâton. Et encore une fois, je trouve que ce baromètre, il est encourageant. On a des investisseurs qui sont embarqués dans la transition bas carbone, qui ont des trajectoires, qui ont des stratégies, qui apportent des solutions. Et donc, moi, je trouve que plutôt que de rajouter ça, qui ont fait des choix sur des certifications, déjà, déroulons. On a besoin de temps. Mettre en place une stratégie bas carbone, on a besoin de temps. Donc, laissons-nous ce temps-là. Très clair. Dernière affirmation dans ma politique fiction pour 2050. Finalement, on oublie les rapports du GIEC. On continue comme avant parce qu'il faut bien qu'on rattrape notre retard de compétitivité sur nos amis américains, nos amis chinois. Le CIPCA se saborde et devient le CIPLA, le salon de l'immobilier bien placé. Vous achetez ce scénario ? Ah mais à fond, à fond, à fond. Donc moi j'aurai 77 ans en 2050. On sera centenaire. Voilà, donc mon café coûtera 12 € parce que le changement climatique fera qu'il n'y aura plus de café. Je vivrai dans mon appartement, il fera 50 degrés l'été, je pense que je ne passerai pas les 78 ans. Mes enfants auront les pieds dans l'eau parce qu'ils auront hérité peut-être de la maison de mon papa en Bretagne et malheureusement elle sera invendable parce que la mer aura tellement monté qu'ils pourront plus la vendre. Donc ils auront les pieds dans l'eau. C'est une chance parce que mes autres enfants qui sont partis habiter à la montagne, eux, ils verront régulièrement des parois de la montagne se détacher parce que le permafrost aura complètement fondu et les morceaux de pierre de la montagne tomberont régulièrement sur les villages. Et donc, eux, la question n'est pas de savoir s'ils pourront vendre ou pas leur maison, juste il n'y en aura plus, elle aura été écrasée. Donc, ouais, c'est une bonne idée, arrêtons tout. Nathalie, je vais partir, moi. Alors, pour pas terminer sur cette note pessimiste qui malheureusement a des relents de réalisme, moi je reste convaincue, et encore une fois ce baromètre le montre, qu'on se sera réinventé, que l'ensemble de la filière, que l'ensemble du secteur se sera réinventé, et qu'effectivement ce ne sera pas le CIPCA, mais ça sera le salon de l'immobilier réinventé, le CIREV. Et donc du coup moi je trouve que c'est bien aussi de rêver
même si on est face à des réalités économiques extrêmement dures. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'une petite part de rêve pour se dire que c'est possible et que le scénario que Flore vient de raconter, eh ben, en fait, on ne le vivra pas. Ça, c'est de la conclusion. Merci beaucoup, mesdames. On peut les applaudir. Et moi, je compte sur vous. Je ne voudrais pas que Saint-Malo finisse sous l'eau. Merci.